Webinaire consacré à la transformation digitale. En fait, ce cycle a été lancé à l'initiative de la commission innovation du CINOFDES. Le CINOFDES, c'est le syndicat des organismes de formation. Le webinaire de ce jour, c'est pourquoi et comment passer du présentiel enrichi au multimodal. Je rappelle en quelques mots rapidement les règles du jeu. Donc, on a coupé vos micros, vous êtes très nombreux. Ce qu'on vous propose, c'est un format en gros de 45 minutes d'intervention de nos trois participants, trois intervenants, pardon. Et puis ensuite, on se laissera 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat, ça nous permet justement de rebondir, d'en savoir plus aussi sur vos besoins, vos questionnements. Donc, pour précision aussi, ce cycle est enregistré. Donc là, le webinaire est enregistré et on pourra vous envoyer le lien vers le replay. Je rappelle enfin en dernière phrase, en fait, ce qu'on a souhaité, c'était surtout de faire témoigner des professionnels afin qu'ils puissent partager avec vous leurs expériences, leurs réussites, mais aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc, je laisse tout de suite la parole à Frédéric, Cécile et Anne-Sophie. Oui, bonjour à toutes, à tous. Je démarre, je suis Frédéric Darnatig d'AMS Grand Sud, qui est un organisme de formation implanté en région Occitanie. Je suis accompagnée de Cécile Garcia d'Afidel, également organisme occitanien, et d'Anne-Sophie Cabria, qui est la responsable de formation à distance d'AMS Grand Sud, donc une collègue à moi, on travaille ensemble. Et on va vous présenter ce webinaire en articulant des temps de présentation que j'animerai et des temps de témoignage qu'animeront Cécile et Anne-Sophie. Voilà, donc l'intitulé, c'est pourquoi et comment passer du présentiel enrichi au multimodal. Donc, dans un premier temps, je vais rapidement laisser la parole à Cécile et Anne-Sophie pour qu'elles se présentent, et puis après, on en viendra aux questions concernant les différents points. Présentiel enrichi, multimodal, comment, pourquoi, voilà, c'est un peu l'objet de ce webinaire. Je vous laisse la parole à Anne-Sophie et Cécile. Allez, je démarre donc. Bonjour, ravi d'être parmi vous ce matin. Donc, moi, je suis là pour témoigner un petit peu du parcours de l'Afidel, cette question du multimodal. Comme la diapo vous le montre, l'Afidel, c'est un petit organisme de formation, 20 salariés, qui est dans un environnement rural. Et dont le domaine d'intervention est plutôt sur le préqualifiant. Voilà, alors peut-être ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec la question d'aujourd'hui. 20 salariés, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est certainement que cette question du multimodal et de l'arrivée dans le digital, eh ça concerne aussi les petits organismes de formation, comme l'Afidel. Pour notre part, on a commencé en 2011 à se poser cette question-là. On est rentré vraiment dans un processus d'élaboration, d'outils, de changement de nos pratiques dès 2011. Voilà. On a pensé, nous, que c'était un enjeu fort pour continuer à exister en tant que petit OF. C'était vraiment un objectif qu'il fallait atteindre. La ruralité, oui, c'est un élément important pour nous parce que c'était important de participer un petit peu à l'égalité des chances sur les territoires, du point de vue de l'offre de formation. Et puis, ça permet aussi de questionner les moyens, notamment la couverture en termes de réseau dans le rural, puisque il y a 10 ans de ça, il y avait encore beaucoup de zones blanches, c'est encore le cas, mais sur notre territoire. Et pour le préqualifiant, c'est vrai qu'on peut se dire d'une manière générale que ça s'adresse à des publics qui sont souvent éloignés de l'emploi, donc pas très à l'aise avec tous ces outils, etc. Et j'aurai l'occasion de faire un petit récap de l'évolution, mais le constat final, c'est que ces gens-là ont pas mal de choses à gagner quand on les
j'allais dire on les confronte, mais le mot est un peu fort, quand on les met dans des situations d'apprentissage un peu différentes. Voilà, mais j'y reviendrai. Alors, est-ce que je laisse peut-être la parole à Anne-Sophie pour prendre le relais sur la présentation, puis je reviendrai sur peut-être la genèse, comment on a fait tout ça. Ça marche. Donc bonjour, moi je suis Anne-Sophie Cabriat, responsable de la formation à distance pour AMS Grand Sud. Donc juste par rapport à la diapo que vous voyez, donc AMS Grand Sud, organisme implanté dans toute la région Occitanie avec 90 salariés aujourd'hui sur des territoires relativement urbains, ce qu'on a Toulouse, Montpellier, Nîmes, Béziers, mais également avec des petites antennes dans des zones beaucoup plus petites urbanités ou voire rurales, et sur des formations également sur du préqualifiant. Donc AMS Grand Sud et la formation à distance, ça date depuis 2015, le vrai début, donc l'interrogation sur le besoin d'anticiper un petit peu, enfin en tout cas d'y aller sur le numérique, c'est 2015, c'est l'époque où je suis arrivée à AMS Grand Sud. C'était donc avant tout pour une réflexion quand j'ai commencé à travailler avec AMS Grand Sud, c'était une réflexion sur déjà la mise en réseau des différents lieux de formation d'AMS Grand Sud et comment la FAD, c'est la formation à distance, pouvait permettre cette mise en réseau, notamment à travers une mutualisation des ressources pédagogiques créées par les formateurs. Donc c'est le premier axe qui a été développé. Ce qui a permis de réfléchir également à une architecture modulaire des contenus, comment finalement les contenus de formation allaient être un petit peu homogénéisés et construits de manière modulaire. C'était également un besoin, une envie de faire monter en compétence les formateurs sur des outils plus numériques, des outils de conception. C'était également pour essayer de trouver des réponses aux besoins croissants d'individualisation des parcours et d'entrée-sortie permanente dans les dispositifs. Donc c'était voir est-ce que cet outil de la formation à distance pouvait contribuer à mieux outiller les formateurs, mieux prendre en compte les besoins de chaque stagiaire. Et puis en plus, il y avait cette anticipation proche du fait que les prescripteurs, les clients allaient demander de plus en plus de formation à distance et le besoin de se positionner comme un acteur innovant dans ce domaine-là, de contribuer à tout ce qui est prise en compte de la fracture numérique et du besoin d'accompagner les publics qui peuvent être en situation de fracture numérique. Voilà, c'était rapide. Je te laisse la parole, Frédéric. Oui, juste peut-être, Cécile, pour revenir sur la partie genèse. Oui, peut-être compléter, effectivement. Alors nous, c'est 2011, c'est pas 2015, donc quand on démarre en 2011, il y a des questions qui se posent pas encore, vraiment, on va dire. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de dématérialiser les ressources dans un premier temps. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement rural. La FIDE est implantée dans le sud de la Haute-Garonne avec 3 sites, mais 12 lieux de permanence. Et donc, le fait d'avoir des ressources embarquées dans notre petite ordi, c'est quand même très facilitant. Et ça nous permet d'aller vers le public et d'inverser un petit peu, en tout cas, de solutionner quelques problématiques de mobilité sur la zone rurale. Il y a moins de transports en commun, etc. Faire revenir les personnes à nous sur un site central, c'est plus difficile que d'aller à eux. Donc, dématérialiser les ressources, c'était important. Bien sûr, dans cette idée-là, il y a aussi la mutualisation et l'unification des ressources. Donc, c'est vraiment le point de départ. Mais déjà, il y a une petite idée, on se dit ce serait bien que les formateurs apprivoisent ces outils-là. On ouvre déjà quelques comptes à nos stagiaires pour d'abord, on s'en sert un petit peu entre guillemets de cobaye, ça nous permet d'avoir des retours d'expérience et de faire évoluer nos outils. Mais déjà, on se dit que peut-être que la formation va aller vers ce type de modalité-là. Un point, on n'a pas conscience à ce moment-là de ce que ça va devenir quand même. On est encore beaucoup dans des
des modalités présentielles, face à face, étant donné notre public, hein, voilà, un public qui est sur du préqualifiant, ça peut être des primo-arrivants par exemple, pour du français langue étrangère ou des savoirs de base. Donc, pour le moment, enfin, en 2011, on privilégie du face-à-face. Voilà. Ok, très bien. On va peut-être avancer, puis on reviendra sur les témoignages et on ira davantage sur les choix qui ont pu être faits en fonction justement de ce que vous décrivez là, les publics, etc. Et puis le comment on a fonctionné pour mettre en place la FAD dans ce contexte. Alors avant, peut-être que c'est intéressant, puisque le titre du webinaire, c'est bien pourquoi et comment passer du présentiel enrichi au multimodal. Peut-être que c'est intéressant de rapidement revenir sur les différenciations et les similitudes qu'il peut y avoir entre présentiel enrichi et multimodal. Donc, bon, de façon un petit peu rapide, hein, on prend 4 entrées pour essayer de définir ce présentiel enrichi et cette multimodalité dans leur différence. Les paramètres qui sont retenus là, c'est le lieu, le temps, les acteurs et les activités. Donc, lorsqu'on est dans des situations de présentiel enrichi, le lieu est a priori toujours le centre de formation. Je précise que le choix qui est fait là, c'est de parler de situations plutôt en centre, hein, de situations de formation en centre. On pourrait tout à fait, et ça serait l'objet d'un webinaire à lui seul, parler de ce qui relève de la formation en situation de travail, des plateaux techniques, etc. Bon, là, l'objet de la présentation, c'est vraiment la formation en centre. Donc, par rapport au présentiel enrichi, on est davantage sur une formation qui est proposée en centre de formation. Le multimodal, évidemment, propose d'articuler formation dans le centre de formation, mais également dans d'autres lieux qui peuvent être bien sûr le domicile du stagiaire, mais également des tiers-lieux, des espaces numériques de formation et que sais-je. Voilà, on peut tout à fait démultiplier les lieux de formation d'où seront suivis la formation. En ce qui concerne le temps, sur le présentiel enrichi, on est sur du synchrone, on accueille les personnes en centre de formation et on les forme sur le temps de la formation. Les personnes se forment également en synchrone lorsqu'on ajoute cette dimension multimodale, c'est-à-dire que synchrone et asynchrone sont articulés. Alors, synchrone, je viens de le définir, la synchrone, c'est quand la personne se forme seule en dehors du temps de formation ou sur le temps de formation, mais le formateur n'est pas en face à face avec lui sur un temps dédié à la séance de formation. Par rapport aux acteurs, le présentiel enrichi, a priori, mais face à face, un apprenant, un stagiaire et un formateur. Sur le multimodal, souvent, hein, le formateur a plusieurs casquettes. C'est un formateur, mais c'est aussi un tuteur, un médiateur, un accompagnateur. Alors, un accompagnant, pardon. C'est également le cas lorsqu'on est sur du présentiel enrichi, mais c'est vrai que ces différents acteurs ont tendance à prendre une épaisseur particulière lorsqu'on est dans la multimodalité parce que le tutorat, par exemple, est très très important pour pouvoir maintenir sur notamment les situations asynchrones, pour pouvoir maintenir les personnes dans une forme d'adhésion à la formation qui leur est proposée, de maintenir leur degré de motivation, etc. Et la fonction de tuteur prend une importance particulière dans les formations multimodales. Concernant les activités, pour terminer, sur le présentiel enrichi, on est sur des ressources qui sont matérialisées. Donc, quand je parle de ressources matérialisées, je parle de ressources papier, en fait, hein, des ressources que l'on distribuerait aux stagiaires pendant le temps de formation et auxquelles on peut ajouter des ressources dématérialisées, des activités réalisées sur ordinateur ou sur tablette ou sur smartphone, etc. Lorsqu'on est dans le multimodal, ces ressources matérialisées, même si elles existent, elles peuvent être par exemple, on peut avoir tout à fait, en fonction des degrés d'équipement des stagiaires, etc., la possibilité de leur faire parvenir
par voie postale des documents papier, ou alors que les stagiaires passent à l'organisme de formation pour récupérer des dossiers. On le fait, on le pratique, mais majoritairement, on est quand même sur des ressources dématérialisées diffusées à travers les plateformes de formation à distance qui sont utilisées. Donc voilà pour repréciser un petit peu la question du présentiel enrichi et du multimodal, en sachant que finalement le présentiel enrichi, on en fait tous et on en fait tous depuis longtemps, c'est-à-dire que au sein des séances de formation, au sein de nos organismes de formation, cet apport, cet enrichissement de la formation en présentiel par le recours à des activités numériques, par le recours à des temps, on va dire, qui sont plutôt dédiés à un travail sur l'informatique, sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le smartphone. C'est des choses qui se pratiquent beaucoup. Évidemment que le multimodal, on a été propulsé dedans il y a une petite année, et qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus cette question aussi du multimodal. Donc, par rapport à cette question des différentes questions pour faire des choix, en fait, des critères pour faire des choix, si je reprends les 4 aspects dont on vient de parler là, c'est-à-dire lieu, temps, acteur et activité, on se rend compte qu'on prend en compte un certain nombre d'éléments pour faire des choix. Et ces éléments, ils sont vraiment, d'après moi, une porte d'entrée qui est partagée. On a échangé en préparant ce webinaire avec Afidèle, mais on fait le constat que finalement, les portes d'entrée sont les mêmes. Ce qui change, c'est quels sont les choix qui vont être faits en fonction des spécificités propres à chaque organisme de formation. Donc, pour faire des choix tout en favorisant une pédagogie de la réussite, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte. C'est d'abord la spécificité du public. Donc, ce petit picto à gauche qui représente le public. Ensuite, la typologie de la formation proposée. Également, qui semble vraiment, je le mets en 3e position, mais on aurait pu presque le mettre en porte d'entrée, ce sont les moyens disponibles, les moyens que l'organisme peut affecter à ces questions-là. Et puis les finalités stratégiques de l'organisme, qui se situent sur l'offre, mais qui se situent aussi sur d'autres fonctions, j'y reviendrai. Donc si je prends la spécificité du public, si je commence par le public, on fera des choix en fonction de différents aspects. Donc on fera des choix en fonction du degré d'autonomie de la personne dans l'apprentissage. Est-ce que la personne a été habituée à apprendre? Est-ce que c'est une personne qui a été qualifiée ou peu qualifiée, qui a été en rupture scolaire, voire en situation d'illettrisme, etc. Quelle est son aptitude à l'usage des outils numériques? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une habileté particulière, ou au contraire qui n'en a pas, qui utilise plutôt des smartphones, plutôt un ordinateur, qui est bien sûr équipé ou pas? Est-ce que cette personne a une maîtrise de la langue orale et écrite qui relève plutôt du français langue étrangère, ou plutôt du français langue maternelle? Quelles sont ces contraintes diverses par rapport notamment aux problématiques de garde d'enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des jeunes enfants à son domicile dont elle doit s'occuper? Est-ce que c'est une personne qui travaille, qui est en emploi ou pas? Voilà, en fonction de toutes ces spécificités, et bien sûr, là, à chaque fois, je parle d'une personne, mais on est d'accord qu'on fait des choix par rapport à un ensemble de personnes, par rapport à un public, donc ce qui rend les choses un petit peu compliquées, mais on sait que dans nos organismes, on a en fonction des thématiques de formation, des domaines de formation sur lesquels on intervient, on a des grandes tendances, des typologies de public qui nous sont propres. Donc, en fonction de cette spécificité du public, on fera des choix d'outils, des choix pédagogiques, des choix même ergonomiques.
En termes d'outils, on va favoriser plutôt, par exemple, des activités très courtes, basées sur de la vidéo, sur de l'animation, sur l'utilisation de forums. Est-ce qu'au sein de ces outils, on aura une prédominance de l'écrit ou plutôt d'animation, de vidéo, de choses qui sont peut-être plus simples pour des personnes qui sont éloignées de l'écrit, etc. Je ne fais pas une liste exhaustive. L'idée, c'est de vous donner un petit peu des idées de comment on peut arriver à faire des choix d'outils en fonction du public. Pour les choix pédagogiques, on sera sur les modalités pédagogiques, on sera sur des choix qui vont aller vers plus de synchrone ou d'asynchrone, de la classe inversée ou pas. Voilà, l'utilisation de certaines modalités qui sont plus ou moins adaptées au public qu'on accueille. Et en termes d'ergonomie, c'est vrai que, alors pour le coup, peut-être que, je ne sais pas si Anne-Sophie en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que sur l'ergonomie, par exemple, à AMS Grand Sud, on a fait vraiment le choix de travailler sur une charte graphique, sur une forme d'épuration des supports qu'on pouvait proposer, etc., tout simplement parce qu'on avait des publics qui étaient voilà, sur des dispositifs préqualifiants, peu autonomes dans les apprentissages, et qu'on a fait le pari que de leur proposer une ergonomie et un design qui soit assez simple, assez facile d'accès, assez intuitif, ça leur permettrait de rentrer plus facilement dans la formation à distance. Par rapport à la typologie de la formation proposée, on est un petit peu sur les mêmes contraintes, c'est-à-dire d'abord identifier quelles sont les formations que l'on propose. Est-ce qu'on dépend plutôt de la commande publique? Est-ce qu'on intervient sur de l'alternance, sur du marché libre? Est-ce qu'on s'adresse à des particuliers? Est-ce qu'on fait du préqualifiant ou du qualifiant? Est-ce que nos formats de formation sont courts? Est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'on est sur des thématiques métiers ou plutôt sur des thématiques transversales, etc. Tous ces aspects nous amènent à faire des choix en termes d'ingénierie pédagogique, notamment en ce qui concerne l'architecture et la granularisation des contenus que l'on va proposer. C'est évident que si l'on intervient essentiellement sur du qualifiant, on répond à des référentiels qui sont des référentiels contraignants, donc sur lesquels on s'adosse pour construire notre ingénierie pédagogique. Si l'on est sur des marchés sur lesquels c'est davantage du préqualifiant, donc davantage souple, entre guillemets, par rapport aux marges de manœuvre que l'on peut avoir sur les cadres référentiels, là, on est sur d'autres choix, et ce qui ne veut pas dire que c'est plus simple, d'ailleurs, même certainement au contraire, mais qui nous amène à faire des choix en termes d'architecture et de granularisation de la formation. On a également des impacts concernant les modalités d'évaluation et ce qu'on appelle le tracking, donc tout ce qui relève du suivi de la participation des stagiaires. Concernant les modalités d'évaluation, là encore, je reprends l'exemple du qualifiant où on n'aura pas tout à fait les mêmes contraintes et on ne fera pas les mêmes choix que si l'on est sur des dispositifs préqualifiants. Par rapport aux moyens disponibles, on en reparlera tout à l'heure avec Cécile et Anne-Sophie, mais bien évidemment que ce qui relève des budgets, des moyens humains, que l'organisme est prêt à mettre à disposition sur la question de la FAD, ça a un impact direct sur les choix qui vont être faits. Par exemple, est-ce qu'on va faire des choix d'internalisation ou d'externalisation de la formation à distance? En d'autres mots, est-ce qu'on va décider de s'outiller en interne de ressources humaines et ou matérielles et techniques pour pouvoir développer la formation à distance, ou est-ce qu'on va s'adresser à des experts, à des personnes externes qui viendraient nous conseiller et nous faire des propositions d'accompagnement? Est-ce qu'on va faire des choix de solutions qui vont être plutôt gratuites? Alors, je le mets évidemment entre guillemets, on sait que rien n'est gratuit, mais plutôt sur des logiques d'open source, c'est-à-dire de licences disponibles en ligne sans abonnement payant,
ou bien sur des solutions, on va dire clés en main un petit peu, qui sont proposées par des prestataires et qui sont dans ce cas-là payantes. Quels sont les moyens humains que l'on va affecter en interne? Est-ce qu'on va être davantage sur des logiques de mobiliser quelques experts en interne, quelques formateurs experts, on va dire, pour pouvoir commencer à développer la FAD, ou est-ce qu'on va faire reposer sur une personne qui sera chargée de développer la plateforme, de concevoir les ressources, d'animer les équipes de formateurs, etc. Et puis, voilà, est-ce qu'on va faire appel à un appui technique externe ou à un conseil externe? Le dernier point, ça concerne les finalités stratégiques de l'organisme. Alors, je m'appuie sur le précédent webinaire qui a été animé par Jacques Pretodeau du CAFOC de Nantes, et qui avait une approche, le webinaire s'intitulait « Quel positionnement stratégique pour mon virage digital ?» Et donc, il s'était appuyé sur trois portes d'entrée, là aussi. Donc, digitalisation de l'offre, tout ce qui relève de la fonction marketing et de la communication, donc la promotion et la vente, et tout ce qui relève de la gestion administrative. Il avait expliqué qu'en fond, que la digitalisation ne portait pas que sur l'offre, mais évidemment sur ces deux autres composantes. Et il me semble qu'en termes de finalité stratégique, ça peut être intéressant de s'appuyer sur ces trois entrées pour faire des choix également, c'est-à-dire que en ce qui concerne la digitalisation de l'offre, il va falloir s'interroger sur l'ingénierie de formation que l'on va mettre en œuvre, évidemment, au niveau des dispositifs de formation, des plateformes, le choix de la plateforme, le choix des classes virtuelles, des outils collaboratifs, et les choix en matière d'ingénierie pédagogique en ce qui concerne la production d'outils et les ressources. Mais sur les questions de fonction marketing, etc., il faut aussi s'interroger sur quel segment de marché on est, sur comment on vend, comment on commercialise, qui sont nos clients, et cet aspect-là doit faire partie, selon moi, des choix qui seront faits pour répondre aux finalités stratégiques de l'organisme. Et également le dernier point de la gestion administrative de l'offre, qui concerne la particularité des marchés que l'on met en œuvre. Est-ce que l'on doit est-ce qu'on est plutôt sur des marchés publics ou sur des marchés privés? Est-ce que l'on doit suivre et comment on doit suivre la participation des stagiaires, et quels sont les éléments de preuve que l'on doit délivrer, les certificats, les attestations réglementaires, comment on justifie de la réalité de la réalisation de l'offre et du suivi de l'activité? C'est un élément fort qui ne concerne pas directement la digitalisation de l'offre pédagogique, mais qui, selon moi, est un aspect important à prendre en compte au moment où on doit faire des choix. Donc c'était ces trois aspects-là qui me semblaient être intéressants de valoriser pour ce dernier point qui concerne davantage la stratégie et qui aurait certainement peut-être dû être proposé en premier lieu. Voilà, donc une fois que ça a été mis en lumière, c'est peut-être intéressant de revenir vers les témoignages davantage terrain peut-être d'Affidel et d'AMS, pour voir un petit peu comment, à travers justement ces différents paramètres, les choix ont été faits par vos organismes. Donc on peut peut-être commencer par Affidel pour voir un petit peu comment ça s'est déroulé dans le temps en termes de chronologie, et comment vous avez fait les choix en fonction de ces paramètres. Je te donne la parole, Cécile. Très bien. Alors, peut-être commencer par le choix de l'outil, puisqu'il a été fait en 2011. Donc, à l'Affidel, nous, on a fait le choix d'un LMS open source. Frédéric vient d'en parler. Et on a choisi Moodle. Moodle parce que c'était déjà un outil qui était déjà connu, qui avait une réputation de fiabilité, qui était modulaire, parce qu'au moment où on se lance dans cette aventure, on ne sait pas où on va, et donc la spécificité de l'open source, c'est que ça permet de développer ou de faire développer, on va dire, n'importe quelle fonctionnalité,
réalisées par d'autres structures et qui sont mises à disposition de la communauté. Donc, ça laisse un champ des possibles relativement ouvert. Et donc, en 2011, puis il n'y a pas pléthore non plus d'offres. Hein. Il y a des outils qui ressemblent plus à de la formation un petit peu sur étagère. Mais le choix, c'est vraiment de la FIDEL, c'est d'internaliser. Du coup cette compétence. Donc, tous les formateurs en 2011 sont formés à la création des contenus à la FIDEL. Ils sont tous impliqués avec voilà, plus ou moins d'intérêt en fonction de chaque parcours professionnel et chaque personnalité, mais en tout cas, tout le monde est impliqué. L'étape suivante, c'est l'étape de 2015, où là, le groupe de formateurs qui va vraiment poursuivre le travail sur la plateforme va se réduire. Il va y avoir plus qu'un groupe, un pôle de conception, on va dire, oui, un groupe de 5 formateurs. Et là, ils vont pas travailler uniquement sur les contenus, mais ils vont travailler sur les tests, c'est les prémices des premières, des évaluations actuelles, puisqu'on commence à se dire que on va intégrer des évaluations dans notre outil, notre plateforme, qui s'appelle Déclic chez nous. Voilà. Si je parle de Déclic, en fait, c'est la plateforme. Et puis 2018, là, il y a vraiment une étape importante. C'est vraiment une étape on peut parler de refonte de la plateforme développée en interne. Et puis pas que de la plateforme, mais il y a aussi une refonte, une évolution, on va dire, des pratiques fortes, puisque là, on va commencer à rentrer, vraiment se poser la question de modalité, de multimodalité. Voilà. Alors pourquoi en 2018 c'est une étape importante? Parce que les cahiers des charges des commanditaires, notamment le commanditaire régional sur le préqualifiant, donc va impliquer des réponses qui intègrent des parcours individualisés. Ça, c'est vraiment la raison majeure. On a besoin d'avoir des parcours qui répondent vraiment à des besoins plus précis, plus aiguisés de nos stagiaires. On a besoin aussi de pouvoir faire des positionnements efficaces par rapport à l'individualisation. On a besoin d'avoir un tracking, de suivre le parcours pour pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure de la formation. À côté de ça, bien entendu, il n'y a pas que l'outil, il y a toutes les pratiques professionnelles qui doivent s'adapter, être beaucoup plus agiles. Voilà. Et cette plateforme qui nous satisfaisait jusque-là, elle a besoin d'être repensée. Par exemple, un des points importants, c'est que avant 2018, on a des entrées par grands domaines, je sais pas, comme les techniques de recherche d'emploi, par exemple. Et en 2018, on restructure, on a une entrée par action de formation. En Occitanie, on a une action de formation qui s'appelle Projet Pro, par exemple, qui est de l'élaboration de projets professionnels. Ben là, la plateforme, il va y avoir des parcours qui vont être spécifiques à Projet Pro. Et à l'intérieur de ces parcours Projet Pro, des plans de formation qui vont être spécifiques à chaque stagiaire. Donc là, on aiguise vraiment notre réponse en termes d'outils et notre accompagnement, bien entendu. Voilà, et puis bien sûr, la multimodalité, ça implique des temps synchrones, des temps asynchrones, comme le disait Frédéric, donc des temps où les utilisateurs sont un petit peu plus en autonomie, soit totalement en autonomie, en auto-formation, soit dans des temps de tutorat réactif. Et donc, il faut des choses qui soient beaucoup plus accessibles, ergonomiques, conviviales, etc. Donc 2018, refonte de la plateforme sur ces aspects-là également. Voilà, ça c'est une étape importante en termes de moyens. 2011, on choisit un open source. Alors il faut vous dire qu'à la FIDEL, on est quand même très open source. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas le même fond que que mes collègues du jour, parce que moi je peux pas l'intégrer étant donné qu'on fonctionne sur Linux, pour pas le citer.
Mais c'est aussi open source, quand on choisit cette plateforme-là, on sait que l'investissement va être beaucoup plus étalé sur le temps. On n'a pas un gros achat à faire en 2011 par rapport à un outil. Voilà, puisque voilà, c'est pas un achat direct. En revanche, tout je dirais ce budget-là, il va être réinvesti sur l'équipe et sur la formation de l'équipe. Voilà. Que vous dire de plus en 2018, par exemple, pour vous donner des chiffres concrets, on a, j'ai regardé, on a 0,4 ETP qui est vraiment consacré au développement de la plateforme. Sur nos 20 salariés, il y a 2 personnes qui vont être désignées. Elles vont pas faire que ça, mais elles vont être pas désignées, mais en tout cas, on va leur proposer de vraiment travailler sur le développement de la plateforme, et ça représente 0,4 ETP. Et puis, on investit toujours par de la formation interne des équipes. Si ce que j'ai oublié de vous dire, ce qui est important, c'est que dès 2011, on a un appui externe, hein, une personne avec qui nous allons partager nos besoins et qui va nous guider et nous former sur les réponses techniques. Et cette personne-là nous suit jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà l'étape 2018. J'accélère un petit peu, mais on aura l'occasion peut-être de répondre à vos questions tout à l'heure. Et 2020, alors là, c'est comme tout le monde, c'est le basculement rapide à la formation à distance. Donc, on a un outil qui est déjà bien avancé et qui nous permet de suite basculer dès que les restrictions sanitaires nous imposent de la formation à distance. Voilà, mais là, dès 2018, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dès 2018, on systématise les comptes d'utilisateurs. C'est-à-dire que chaque stagiaire a un compte qui est ouvert. Alors que jusque-là, c'était plus sporadique. Donc, basculement, et puis là, on continue à faire évoluer nos outils encore aujourd'hui parce que il y a des retours d'expérience plus évidents puisqu'on est à distance, donc l'outil doit vraiment répondre à cette modalité-là. Ce qui est peut-être important, c'est qu'on y rajoute des outils d'animation de temps synchrone, etc., qu'on va intégrer à Moodle, ce qui est faisable. Et puis, pour finir, 2020, on a même fait le choix d'intégrer un alternant qui est sur un master de chef de projet de projet digital, donc qui est vraiment spécialisé dans la vidéo et qui nous aide à encore affiner nos contenus. Et on a aussi intégré une stagiaire sur un long stage qui, elle, est vraiment spécialisée dans l'élaboration de contenus pédagogiques digitaux. Donc, on est en constante amélioration et c'est très itératif. Il y a beaucoup d'allers-retours par rapport à cet outil-là. Voilà. Parfait, merci Cécile. Donc Anne-Sophie, voilà, je vois que tu étais déjà partie. Rapidement pour compléter sur AMS Grand Sud, donc le développement, le passage à cette formation à distance. Donc en 2015, qui est la date de début vraiment d'interrogation et de positionnement sur la FAD, il y a eu une cartographie qui a été réalisée vraiment sur où en était l'organisme en termes de moyens, de pratiques pédagogiques, de territoire, de public. Donc pour reprendre tous les points que Frédéric a évoqués avant, on les a vraiment étudiés à ce moment-là, et en essayant de les projeter dans un plan d'action de la formation à distance, en disant, du coup, dans notre plan d'action de la formation à distance, il faut par exemple une ergonomie adaptée au public. Il faut une plateforme qui corresponde à nos moyens financiers et à nos ambitions techniques. Donc c'est à ce moment-là où vraiment on a mis en lien toute la partie cartographie avec finalement la réalisation d'un plan d'action. Ce plan d'action a permis de mettre en place, prendre la décision de mettre en place une plateforme. Donc l'outil est le même que chez Affidel, c'est la plateforme Moodle qui est donc un open source. Pour des raisons
évidente de coût, mais surtout une envie forte dès le début d'avoir une montée en compétences en interne et d'avoir nos outils et la main sur nos outils. Donc ça, c'est vraiment un choix de l'open source, mais il pourrait y avoir d'autres choix, au contraire, de solutions clés en main avec des prestataires. Donc ça a permis rapidement la mise en place de cette plateforme de mutualisation de ressources. Je passe à 2017 là sur la diaporama. Donc 2017, c'est une année importante en termes d'investissement justement pour AMS Grand Sud, parce que concrètement, il y a un service pédagogique qui a été créé avec au sein du service 3 équivalents temps plein de concepteurs, c'est-à-dire 3 personnes qui sont sur de la conception, enfin 3 équivalents temps plein, c'est plutôt 5 personnes, sont tous des formateurs en activité, mais qui ont entre 2 et 3 jours par semaine de temps de conception et qui sont pilotés par moi-même et Frédéric selon les missions donc voilà, il y a vraiment un poste de responsable de formation à distance, c'est mon poste. Et donc, c'est moi qui vais m'assurer de la mise en adéquation entre les demandes, les temps disponibles, les besoins, etc. Les outils. J'ai vu dans le chat une question sur les outils. Donc, nous, concrètement, nos outils, c'est une plateforme LMS, donc c'est une plateforme de distribution de contenu open source. Et après, on s'est équipé petit à petit d'outils de conception qui peuvent être des gratuits en ligne comme des Geniali ou des Powtoon, des logiciels d'animation qu'on peut trouver en ligne. On a pris des licences sur un outil auteur qui s'appelle Lectora. Donc là, ce sont des licences payantes pour faire des capsules numériques. On a pris également des licences sur un outil d'animation qui s'appelle Vion, pour pouvoir faire nos propres vidéos, etc. Et en parallèle, on a mis en place, d'où l'investissement quand même conséquent, un studio vraiment multimédia dans une de nos antennes à Toulouse, qui est amené dans lequel il y a une caméra, quelques lumières, dans lequel on fait de la prise de son, on fait du montage vidéo, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un choix d'investissement assez fort pour pouvoir finalement réaliser en interne tout ça. Et pour revenir, oui, j'écrirai les noms des outils. Pour revenir sur les méthodes agiles dont parlait Cécile, c'est vrai qu'on est complètement sur ça. Concrètement, ça veut dire qu'on va toujours fonctionner sur des délais courts et sur revoir les objectifs régulièrement, les adapter, faire des tests utilisateurs. On est beaucoup sur les tests utilisateurs pour voir si ça marche avant d'aller trop loin. On va vite tester, voir l'expérience utilisateur, est-ce que ça marche auprès du public, et on améliore en continu. Voilà, donc quand on livre un dispositif, on sait qu'il y a une maintenance à faire sur ce dispositif. Il ne va pas être fait une fois pour toutes. J'avance rapidement. Donc en 2017, on avait les premiers accès stagiaires, surtout sur des modules de formation continue, et également des modules de formation interne pour les formateurs. Donc on a commencé, nous, à faire de la formation à distance pour nos propres formateurs, sur des modules d'intégration, des modules de mutualisation des ressources. Et puis 2019, comme le disait Cécile de La Fidèle, il y a des gros dispositifs, notamment région, qui nous ont poussé dans le bon sens à généraliser les accès stagiaires, notamment avec Projet Pro. Donc là, voilà, on a commencé à mettre vraiment en place des parcours en ligne pour les stagiaires avec des temps de regroupement avec leurs formateurs en présentiel, mais quand même entre les temps de regroupement, des parcours à faire en ligne, des échanges, etc. avec eux. On a mis en place tout ce qui est tracking, évaluation pour pouvoir justifier des temps de formation. Donc c'est vrai que sur la formation à distance, on va plus forcément mesurer le temps passé par le stagiaire sur une activité, mais plutôt sa réalisation. Donc il faut des preuves de réalisation, donc on a mis en place tout ce que ça implique. On a continué à faire de la formation interne pour les formateurs, notamment sur l'individualisation. Et enfin, l'étape ultime, c'est le confinement. L'année dernière, le Covid 2020, dans lequel là, on était prêts également. On avait cette anticipation qui a permis d'y aller à fond. Et donc, on a généralisé en 2020 les classes virtuelles. Au lieu des temps de regroupement, passer sur des classes virtuelles, du suivi, voire des parcours 100% à distance quand il y avait le besoin. Aujourd'hui, on essaie d'être sur du mixte parce qu'on voit bien que c'est ce qui est le plus efficace à la fois pour les stagiaires, pour la cohésion de groupe, pour tout ce qui est communication sociale, exactement, et en plus au sein du groupe. Et puis on a mis dernièrement, depuis 2019-2020, un travail sur tout ce qui est badge numérique et plan individuel de formation dans la formation à distance, c'est-à-dire à mettre des récompenses. Vous voyez, les badges sont des petites récompenses pour encourager l'apprentissage.
Et puis, vraiment lier les référentiels de compétences à tout ce qu'on crée sur la plateforme pour que que les stagiaires puissent valider des compétences pour qu'on puisse avancer par compétences. Donc, j'ai fait vite. Quel badge utilisez-vous? Ce sont des badges qui sont intégrés à Moodle. Si je réponds rapidement. Frédéric, je te laisse peut-être la parole, beaucoup de questions. Il y a plein de questions dans le chat. J'ai essayé un petit peu de les regrouper. Donc, il y a des choses qui concernent effectivement la spécificité de la FAD. Il y a une première question qui disait mais en quoi ces paramètres sont spécifiques au choix que l'on fait pour mettre en place la FAD. Ça concerne finalement toute la mise en place de toute formation, quelle qu'elle soit, en présentiel ou pas. C'est vrai, hein, effectivement, ces paramètres-là, ils sont pas, on les invente pas, ils existaient déjà et on s'y appuyait déjà. Seulement, on le voit lorsque l'on met en place la formation à distance, il y a besoin un moment de structurer ça de façon plus claire. Et Anne-Sophie le disait très bien, on parlait de cartographie. Nous, en tout cas, ces paramètres-là nous ont beaucoup aidé. La prise en compte exhaustive de ces paramètres-là et la cartographie nous a aidé à faire des choix. Et ça nous semble être une porte d'entrée, en tout cas, encore plus importante lorsque l'on passe à la formation au multimodal. Donc, toujours concernant le multimodal, est-ce que la FEST, ça c'est une des dernières questions, est-ce que la FEST fait partie du multimodal? Selon moi, oui. Je ne suis pas une spécialiste de la FEST, mais j'ai bien précisé au début du webinaire que l'on mettait de côté sur cette intervention la question de la formation en situation de travail. Mais oui, bien sûr, la FEST fait partie de la multimodalité. Par rapport à tout ce qui relève des accompagnements, donc au sein de la région Occitanie, il y a un accompagnement qui est proposé par la région qui s'appelle c'est un appel à manifestation d'intérêt. Pardon. Ouais, dans le cadre, voilà, tout à fait, dans le cadre d'Innov Emploi, et c'est la modernisation de l'appareil de formation, l'intitulé de cette AMI. Donc, la région Occitanie est fortement engagée sur ces questions-là et accompagne les organismes de formation. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible il y a une deuxième ou même troisième vague, je crois, qui va être lancée et qui est d'ores et déjà initiée par la région. Concernant j'ai vu des questions qui portaient aussi sur le diagnostic de l'OPCO. Alors bon, l'OPCO, c'est Acto pour la branche de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, ça se fait, je pense, de façon et nationale et régionale. Il y a des axes vraiment forts qui sont initiés par l'OPCO sur les questions de l'accompagnement des équipes à la digitalisation. Mais au-delà de ça, on voit localement aussi, et c'est le cas en Occitanie, des initiatives qui sont menées par l'OPCO pour pouvoir mettre en place des POEC. Et donc là, c'est le cas actuellement avec la mise en place d'une POEC pour pouvoir accompagner des formateurs à monter en compétence sur la question du digital, puisque ça répond à une demande forte des organismes de formation. Je rebondis, alors j'essaye de faire du lien et des transitions intelligentes entre les différents éléments du chat, c'est pas forcément, c'est un peu périlleux, mais je rebondis aussi sur une question que j'ai vue qui concerne l'agilité, en disant mais oui, on parle beaucoup, c'est un peu galvaudé ces histoires d'agilité, de fonctionnement itératif, etc. Certes, on en parle beaucoup et des fois sans trop savoir ce que ça recouvre. Ceci dit, ça prend, je trouve, une dimension très prégnante dans l'accompagnement des équipes. Et tout à l'heure, je n'ai pas appuyé dessus, mais sur une des diapos qui vous a été présentée, il était question de, je ne sais pas si c'est celle qui est à l'écran actuellement, voilà, tout à fait, c'est sur les mises en œuvre des deux organismes de formation. On voit qu'en continu sur toute la mise en place, toute la durée de la mise en place du plan de développement de la formation à distance, il y a l'accompagnement des équipes et la mutualisation des ressources. Et ça, c'est vrai que ça reste un point très fort, un point important, et qui questionne beaucoup les questions d'agilité au sein des équipes, au sein du management des organismes de formation, et on y est confronté en permanence, c'est-à-dire qu'on est en lien avec les dernières réformes, etc., face à des injonctions d'individualisation de plus en plus fortes qui nous amènent à faire des choix en termes d'individualisation des parcours, en termes d'ingénierie pédagogique,
pédagogiques qui ont un impact direct sur les équipes des organismes de formation qui doivent mettre en œuvre ces choix. Et on est en permanence en train de faire preuve d'agilité, et je pense que c'est très concret en fait, voilà, de pouvoir faire des allers-retours avec les équipes, de pouvoir réajuster en permanence les éléments qui sont proposés. Hier, on ne proposait pas de badge, aujourd'hui on en propose parce qu'on voit que de plus en plus il y a la nécessité de pouvoir gratifier les stagiaires, que ça rentre dans le cadre des cahiers des charges auxquels on répond, etc., et que tout ça va très vite et que ça demande une forme d'agilité ou en tout cas de capacité forte de réactivité face à la demande. Voilà. Donc, bon, du coup, comme je parle, je n'ai pas continué à suivre le chat, mais ce dernier point concernait une question par rapport aux réformes. Hein. Oui, bien sûr, les réformes ont eu un impact, 2014 puis 2018 ont eu un impact important sur ces choix que l'on a dû faire, ce à quoi on est aujourd'hui confronté. Alors, voilà, je reprends un petit peu le chat. Je ne sais pas, Élodie, si de ton côté, tu as noté des choses à côté desquelles je serais passée. Il y a beaucoup de questions sur l'accompagnement. Surtout, n'hésitez pas. Nous, on est évidemment partants pour organiser de nouveaux séminaires, webinaires, pardon. L'idée, c'est bien de proposer des témoignages, des réponses, des interventions d'experts aussi, pour répondre à vos besoins. Donc, surtout, soyez précis sur les questionnements que vous pouvez avoir hein, sur l'accompagnement. Oui, mais du coup, voilà, quel questionnement vous avez aujourd'hui ? Quel type de témoignage vous souhaiteriez. Soyez plus précis possible, ça nous permet... Et surtout, n'hésitez pas, hein, parmi vous, là vous êtes très nombreux, si certains veulent aussi témoigner de leur expérience, c'est avec plaisir hein, qu'on les accueillera. On a lancé ce cycle pour toute l'année, donc n'hésitez surtout pas. Moi, j'avais une petite précision, Élodie, oui, voilà, sur la FEST, exactement. C'était là où je voulais en venir parce que je vois ce point dans le chat. Effectivement, quand je parle de multimodalité et de la FEST est une des composantes comme la formation à distance. Hein, donc, il ne s'agissait pas de faire de la FEST à distance. Voilà, je précise, ce n'était pas le propos. Ensuite, par rapport à l'accompagnement, non, Business est un des organismes qui accompagne, mais ça n'est pas Business qui nous accompagne. Il y a aujourd'hui des prestataires qui ont été retenus par la région Occitanie, donc ils sont au nombre de 4 de mémoire, et donc voilà, c'est en fonction des besoins des organismes que sont déterminés les prestataires qui vont réaliser l'accompagnement. Alors, par rapport à... il y a des questions très techniques sur Moodle. Je vois que Anne-Sophie pourrait mieux répondre que moi sur ces questions techniques concernant Moodle. Mais voir ce que donnerait une formation sous Moodle, c'est possible. Hein. Il y a des choses qui existent. Par exemple, AMS a conçu un module qui s'appelle Citizen, qui est un module d'éducation à la citoyenneté, qui est en accès libre. Alors, je vous cite celui d'AMS parce que c'est plus facile pour moi, c'est celui que je connais, bien sûr, mais qui est en accès libre auquel les personnes qui souhaitent voir un petit peu ce qu'on peut faire sous Moodle peuvent tout à fait se connecter. Donc, on peut donner cette adresse dans le chat, Anne-Sophie. Je ne sais pas si c'est possible de donner le lien vers Citizen, si les gens veulent aller voir. C'est une première porte d'entrée pour vous rendre compte. Oui, bien sûr, pardon, je viens de le mettre. Pour les questions sur Moodle, et j'ai répondu rapidement par écrit. Il y avait une question sur les compétences, en fait, pour ce genre de plateforme. Donc, il n'y a pas besoin d'être informaticien, ça c'est sûr. Après, il y a une partie installation qui là demande des compétences informatiques parce qu'il y a une base de données installée, parce qu'il y a il faut s'assurer d'une bonne installation pour être sûr qu'après tout fonctionne. La question de l'hébergement aussi est importante. Est-ce qu'on choisit un hébergement
chez soi, sur son propre serveur, c'est pas conseillé. Un hébergement sur un hébergement peu onéreux, type OVH, etc., ou de switch, qui peuvent être tout à fait satisfaisants. Ou alors un hébergement vraiment avec un prestataire qui, là, va faire une sécurisation, qui va être capable de restaurer tout ce qu'il faut restaurer quand il y a besoin de restaurer. C'est encore plus conseillé, mais c'est un prix supérieur. Après, une fois que la plateforme est installée et les premières configurations faites, une personne admin n'est pas forcément un informaticien. Ça peut être quelqu'un juste formé à administrer Moodle. C'est ce genre de plateforme, justement, c'est de l'open source, donc c'est beaucoup en forum, on va beaucoup aller chercher les informations quand on ne sait pas le faire. C'est comme ça que ça marche. Ou alors, on peut trouver une formation, il y a des prestataires qui organisent des formations pour être admin Moodle, etc. Un hébergement chez soi, juste pour terminer, parce que ça dépend en fait, si ça peut être très bien, mais ça dépend de vos flux de connexion, vos bandes passantes, etc. C'est-à-dire au plus vous allez avoir de gens qui vont se connecter à votre plateforme, au plus ça va prendre de la bande passante sur votre propre serveur. Donc il y a un moment où ça peut vous gêner, vous limiter dans vos pratiques, mais après ça peut tout à fait marcher. Il est 9h59. Elodie, je pense que ça va être le moment de clôturer pour qu'on soit bien dans les temps et qu'on respecte le créneau qu'on s'était fixé. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux conclure, tu n'as pas ton micro, Elodie. Oui, merci à tous. On a bien noté toutes vos réactions, vos propositions, vos questionnements. Donc, ça nous donne bien sûr des idées pour la suite, pour l'organisation de nouveaux webinaires. Et je rappelle que vous êtes les bienvenus pour les co-animer avec nous. Voilà. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.